c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct sur RLP Business, en direct des studios de Coulommiers-Chamiers dans le Périgord à côté de Périgueux. RLP Business, votre émission sur l'entreprise, le management, les ressources humaines, tout ce qui va autour de la création d'entreprises, notamment très souvent autour des PME, TPE, dans le Périgord et ailleurs. Alors aujourd'hui, nous recevons Nicolas Avrieux du restaurant Le Cercle, 3 rue Aiguillerie 24 000 Périgueux. J'ai eu l'occasion d'y passer lors d'une manifestation de la CCI. C'est quand même quelque chose, on va en parler ensemble. Comment devient-on restaurateur? Comment devient-on maître et expert dans les métiers de bouche? Monsieur Nicolas Avrieux, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, ça va? Ouais, ça va, merci. Bon, c'est très bien. Écoutez, on va aborder tous ces sujets, ne bougez pas, c'est juste après la chronique de la semaine, c'est juste après ça. Les actualités. Chronique de la semaine. La grande erreur de l'Occident a été de croire que la Chine et les Asiatiques continueraient de travailler pour nous pour des clopinettes. Mais ce qui était vrai il y a 30 ans ne l'est plus. Les médias occidentaux ne vous en parlent pas beaucoup, mais la Chine envoie des trucs sur Mars, la face cachée de la Lune. Elle a une station spatiale en orbite, elle vient de mettre au point le TGV le plus rapide du monde, fabrique ses centrales nucléaires, vend des prestations de construction de lignes ferroviaires sur tous les continents. Et dorénavant, quand on achète du haut de gamme, c'est nous, Européens, qui demandons un transfert de technologie, qui généralement, dans ce sens, n'est pas accepté. Et eux n'apportent pas des immigrés pour travailler, ils forment leurs jeunes, mais vraiment, ils les forment. À comparer avec l'effondrement du niveau des écoles occidentales, associé à l'endettement des étudiants, voire leur difficulté à accéder à de vraies études supérieures avec une réelle utilité. Alors, dans le même temps, la technologie remplace la main-d'œuvre non qualifiée ou automatisable. La Corée du Sud est dorénavant à un taux de remplacement de 1%. Non, ne rigolez pas, ça veut dire que là-bas, il y a un travailleur sur 100 qui aujourd'hui est un robot. Et ça progresse, et quand on voit les images, c'est impressionnant quand même. Singapour, 0,7%, et la Chine, 0,4%, comme l'Allemagne à peu près. Mais on est un petit peu en retard en Europe par rapport à eux. Par contre, il y a des choses qui ne s'automatisent pas et qui ne se remplacent pas. Notamment, c'est l'art de recevoir dans les métiers de table. Et ça, dans le Périgord, nous sommes des maîtres en la matière. Nicolas Avrieux, la cuisine, l'accueil, la restauration, l'authenticité. Que pensez-vous de la mondialisation, de l'automatisation? Avez-vous peur d'être remplacé demain par une machine chinoise? Non, certainement pas. Pourquoi? Parce que le business sur lequel je suis attaché aujourd'hui, rien à voir avec le profit, n'a rien à voir avec aller vite, la restauration rapide, remplacer l'homme par la machine, ça n'a rien à voir. Notre métier, je le fais par passion, je le fais pour le contact, je le fais pour vivre une expérience. Et aujourd'hui, je compare un restaurant à une pièce de théâtre où tout le monde a son mot à dire, où tout le monde a son rôle à jouer. Et ça fait partie de l'expérience à 360 degrés. C'est une excellente réponse en fait, parce que l'automatisation, ça veut dire chercher à économiser du temps, ça veut dire réduire les coûts, et c'est effectivement un type de commerce, un type de business, mais lorsqu'on veut vraiment accueillir les gens et faire du bon, c'est pas forcément là qu'on met l'effort. Non, c'est faire du profit. C'est remplacer la masse salariale par un investissement en robot, tout passe par cette masse salariale qu'on va essayer de diminuer au maximum et qui, dans la restauration, reste un budget conséquent. Oui, et dans votre métier, en tout cas, par contre, vous, quand on va chez vous, il y a une valeur humaine, il y a une valeur d'accueil, et ça, c'est pas robotisable. Impossible. Et vous me disiez qu'à Boulazac, il y a une structure qui s'était montée, très automatisée? Alors, j'en ai entendu parler, j'y suis pas allé encore, mais oui, on m'a dit que des robots servaient les boissons à table. Oui, mais ça, je peux le comprendre. On va à McDo, on a envie d'être servi vite, c'est du travail entre guillemets à la chaîne, et encore une fois c'est un business que je comprends. Moi aujourd'hui si je fais de la restauration, c'est pas pour remplacer mon hôtesse d'accueil ou mon hôte d'accueil par un robot qui va dire bonjour. C'est pas le même métier. Ça n'a rien à voir. Quand on va chez Nicolas Avrieux au Cercle, on va pas chez McDo, ça n'a rien à voir, c'est pas le même métier. Oui, non, ça n'a rien à voir, mais c'est pas la même expérience qu'on recherche aussi. Bien sûr, c'est pas la même clientèle, c'est pas la même chose. Ouais. Mais écoutez, on en parle tout de suite, c'est l'invité de la semaine, c'est Nicolas Avrieux, ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine.
Nicolas Avrieux, restaurant Le Cercle à Périgueux. Qui est Nicolas Avrieux? Périgourdin. Oui, de souche? De souche, ouais. Je suis Ouais. né ici, j'ai grandi dans les hauteurs de Chancelade. D'accord. Je suis parti à 18 ans à l'école de Savignac, donc toujours dans le pays. Ce qui m'a permis de voyager, de découvrir Londres très jeune. Ah, you speak English? Yes, I do. Ah, c'est perfect, I love it. Ok, donc Londres, durant les bonnes années? Durant les belles années, ouais. C'était quand? 2018-2019. Oui, non, ça allait encore. Ça C'était allait avant encore. que ça s'effondre vraiment. Ouais. C'est cher, Londres. Hein. Très cher. D'accord. Très très cher. Mais ça apprend la vie, ça apprend le boulot. Ah, ça apprend la vie, ça apprend ouais. D'accord. Donc ça c'est bien. Donc un Périgourdin qui a su aller voir à l'extérieur comment c'était, prendre des épaules et revenir ensuite. Ouais. D'accord. Moi, on a vécu une vie que des gens vivent, hein. Difficile, vraiment difficile. C'est pour ça que c'est. Alors quand je me suis lancé dans ce métier, je voulais connaître, savoir les pires des métiers, les plus ingrats, dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Donc je suis parti en tant qu'homme de chambre. D'accord. Je faisais les chambres dans un hôtel de luxe, au Connaught, donc extrêmement prestigieux. Je travaillais avec des femmes qui avaient toutes entre 40 et 60 ans, principalement de l'Europe de l'Est, qui vivaient dans des conditions très difficiles, avec un rythme de travail exténuant. Et finalement, moi de mon côté, je vivais pour vous situer, hein, je vivais dans une chambre de 15 mètres carrés avec trois autres gars. En coloc, ouais. Non, en chambre, pas chambre d'hôte. Je savais, des espèces de foyers qu'ils ont voilà, là-bas. c'est ça, là, des foyers, ouais. Où le lendemain, je pouvais avoir quelqu'un que... jamais vu. Donc 15 mètres carrés, voilà. combien par jour? Combien par jour? Oui, 500 livres. Il facturait 500 balles par jour? 500 livres. Non, pas par jour. Par mois, ok. Par Donc mois, 500 balles, 500 livres de l'époque, c'est 800-900 euros, 800, peut-être pas, 750. Ouais, c'est ça, 750. 750 euros, quelque chose comme ça. Ok, pour un 15 mètres carrés partagé à 3 en dortoir. À 4, ouais. En à dortoir, 4, sur lit superposé. Ouais. Mais c'est ça qu'effectivement, moi, à Dublin, on était coloc. Mais bon, mais ça apprend aussi des choses. Quoi. Ouais. Et donc, vous avez fait kitchen porter, après, vous avez fait les divers trucs. Ouais, après, je suis resté femme de chambre pendant 2 mois. J'ai demandé à tout connaître, à tout voir, tous les postes dans le département housekeeping. Donc, j'ai fait la linen room, donc le linge. J'ai fait porter. J'ai fait la cloak room. Pour vous dire, la cloak room, j'y suis resté 15 jours. 15 jours où vous êtes dans les toilettes de l'hôtel de luxe, d'accord, toute la journée, pendant 8 heures de boulot, vous nettoyez les toilettes et vous accueillez les clients. Bon, en fait, vous avez fait tous les boulots de l'hôtel de luxe, voilà. Y compris la cuisine? Non. Uniquement sur le département housekeeping. D'accord, donc tout ce qui est logistique après, suivi des gens, ok. Comme beaucoup de gens qui partent là-bas, en même temps, vous avez appris l'anglais. C'est ça. Et le modèle anglo-saxon. Exact. Où là-bas, on n'a pas peur de parler d'argent, où effectivement, on crée du commerce, et qui est beaucoup plus direct, vu que tout le monde se tutoie, et quand il y a un truc à dire, on le dit. Ouais. Et le but, c'est effectivement ce qu'on va réaliser, et on peut parler pognon s'il y a besoin, sans aucun souci. Ouais, okay. Tout à fait. Et donc, l'école de Savignac, elle vous a appris le management, la comptabilité. L'école de Savignac vous a préparé à être entrepreneur? Alors oui, ça vous apporte la théorie, ouais. Ça vous apporte beaucoup des grandes bases et de par et en fait les stages sont professionnalisants. Les stages vous permettent de toucher à des postes managériels, vous permettent d'évoluer au sein d'une structure qui est déjà en place. Et à côté de ça, oui, à l'école on apprend la comptabilité, on apprend la gestion, on a un module entrepreneurial, on vous apprend les bases du droit, tout ce qui vous servira plus tard pour diriger une structure ou créer un business. Donc l'entrepreneuriat, le restaurant Le Cercle qui a ouvert il y a 18 mois, vous m'avez dit à peu près? Non, 7 mois. 7 mois. Ouais. C'est votre première création de société? Oui, c'est ma première création de société. D'accord. Elle s'est déroulée longtemps après la fin des études? 3 ans et demi, 4 ans. Qu'est-ce que vous avez fait durant 3 ans et demi, 4 ans? Je bossais pour Paris Society. Aujourd'hui, je pense que, je ne vais pas m'avancer, mais je crois que c'est le leader de la restauration haut de gamme, de l'événementiel et de l'hôtellerie en France, dirigé par Laurent de Gourcuff et Accor. Accor, actionnaire majoritaire aujourd'hui. D'accord. Donc j'ai travaillé avec eux, j'ai fini mon stage chez Paris Society en tant que assistant du directeur des ouvertures. Donc je collaborais avec Mario Belvedere, qui m'a énormément appris sur la création de la marque Gigi,
Donc on a ouvert ça à Saint-Tropez. Création de marque Maison Russe, avenue Raymond Poincaré à Paris. Donc en une année, on a ouvert Gigi Saint-Tropez, Maison Russe, Gigi Paris. D'accord. Avenue Montaigne. Donc des énormes structures. On parle de structures qui font 450 couverts par service. Dans des endroits... Mais c'est pas du McDo, il y a quand même un haut de gamme, donne quelque chose de raffiné. Là. Non, c'est les plus beaux... En fait, la dynamique de Paris Society, c'était de créer des lieux exceptionnels dans des spots exceptionnels. Ouais. On cherchait une terrasse, vue face Tour Eiffel, on en créait une identité, on en créait une marque, on créait une histoire autour d'un lieu. Et faut que ça pète, faut que ce soit bon, faut que ce soit bon, faut que ça pète bien. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Fancy, on parle de lifestyle, d'art de vivre, d'art de recevoir, d'art de voilà. Ok. Vous êtes resté longtemps chez eux? Donc je suis resté, j'ai évolué chez eux, j'y suis resté 3 ans et demi. D'accord. 3 ans et demi, j'ai fini à la Suite Girafe, donc le rooftop de Girafe. Sur la place du Trocadéro. Et en plus, il a survécu à Paris et au métro. Et j'ai survécu à tout ça. J'ai survécu à tout ça. Non, mais c'était chouette. Paris, j'aime Paris. J'ai beaucoup aimé ma vie à Paris. C'est parce qu'il est jeune, il est encore très jeune, c'est pour ça qu'il dit ça. Non, mais je suis très bien ici. Hein. Oui. Donc voilà. Ok, donc en fait, on va résumer famille Paris-Gourdine. Vos parents étaient entrepreneurs? Non, du tout. Non. Donc c'est l'école de Savignac qui vous a... Mais quand vous êtes allé à l'école de Savignac, vous aviez déjà en tête de devenir entrepreneur. On va pas faire un MBA ou ce genre de choses. J'ai pas fait de MBA, vous avez fait un bachelor. On va pas faire le bachelor si on n'a pas en tête l'envie de diriger, de manager et de faire des choses. Alors, oui et non, en fait. Oui et non, parce que... vraiment, ce qui m'a donné envie d'être entrepreneur, c'est d'ouvrir ces restaurants avec Paris Society. D'accord. C'est grâce à... C'est voir les autres faire. C'était incroyable. Ouais. Mais c'était incroyable. Construire une marque, construire une identité, construire un projet avec des gens haut de gamme en plus. Avec que des experts, des experts, des visionnaires de la restauration. Hein. Antoine Ménard, aujourd'hui, qui est le COO de Paris Society, ils ont ouvert deux énormes restaurants, mais juste sublimes, à Dubaï. J'ai eu la chance de travailler avec des architectes comme Hugo Taureau, qui font partie des meilleurs architectes du monde. J'ai côtoyé ces gens-là pendant quelques heures, et ce sont des visionnaires. Ce sont des visionnaires. Ils créent des lieux. Okay. Et c'est ça qui m'a donné envie je me suis dit, mais pourquoi pas j'essaye, allez, je tente. Non, mais on retrouve un schéma qu'on a déjà vu de nombreuses fois, hein, c'est-à-dire en fait on va se faire les dents pour apprendre ce qui est difficile et voir l'envers du décor, parce que quand on dirige des gens, c'est bien de savoir ce qu'ils font et ce qu'ils vivent, et ensuite on va dans une grosse structure pour se former, donc au contact où on est peut-être un petit morceau de la structure, mais on est au contact de grandes œuvres et de grandes choses. Et ensuite, on va devenir la personne principale d'une petite structure parce qu'on s'est formé auparavant. Donc ça, c'est un schéma qu'on trouve dans beaucoup... Alors, je dis aux gens qui font des stages, allez faire un stage dans une petite boîte, allez faire un stage dans une grande boîte. Comme ça, après, vous aurez un aperçu sur les deux. Et donc, on arrive à Périgueux, on arrive le cercle. Pourquoi le cercle? Pourquoi Périgueux? Pourquoi un restaurant? Le cercle, ça s'appelait le cercle. D'accord, ça existait avant vous? Ça existait, oui. Alors le restaurant, l'immeuble entier a été laissé à l'abandon pendant 6 ans. 6 ans, quelque chose comme ça. Et avant, ça s'appelait le cercle. Vous avez racheté l'immeuble? Non, mon associé. À votre associé, non, d'accord. Mon associé. Moi, je suis juste sur la création et sur le fonds de commerce du restaurant. D'accord. Donc, location ou achat? Création. Pour le local? Création. Oui, mais pour le local. Pour le local, l'endroit, le restaurant, vous avez acheté les murs ou vous louez? Non, je loue. D'accord, donc location. Enfin, la société loue. La société loue. Création de société. Création de société. On peut demander ce que c'est que le statut? SAS. Donc SAS, la fameuse SAS du 440. L'avantage, c'est que ça ne bougera pas. C'est ça. Voilà. Donc associé. Associé. C'est vous qui êtes responsable directeur? Oui. Ok. Donc l'associé, je suppose, est investisseur? Absolument. D'accord. Donc vous avez quelqu'un qui vous a aidé, qui a injecté des fonds et puis qui prend ses parts en échange? Voilà, c'est ça. Voilà. Et vous avez pu donc vous lancer, créer. Il y a un investissement initial important pour faire un beau restaurant comme le Cercle? Oui.
Oui, Alors, d'accord. en toute honnêteté, alors oui, évidemment, hein, évidemment. Parce que c'est nickel, hein, je suis rentré, j'ai regardé, tout est neuf, Ouais. donc il faut... Pour être tout à fait honnête, j'aurais jamais pu aller au bout de toutes mes idées sans mon associé actuel. D'accord. Parce que les banques, vous suivez pas? Non, les banques m'auraient certainement suivi sur un projet moins cossu, moins abouti, sur un D'accord. concept Et moins pour le abouti. faire aussi bien, il a fallu Mais passer voilà. par un investisseur privé. Alors, en fait, je l'ai rencontré, je voulais acheter le fonds de commerce, il voulait le vendre, on s'est très bien entendu, et on a dit on y va à deux. Et finalement, grâce à lui, j'ai pu aller au bout de mes idées, j'ai pu faire j'ai pu mettre en application ce que j'avais appris. Hein. Donc non, franchement, chouette rencontre. Donc, en fait, il y avait un fonds de commerce. On va expliquer aux gens, parce que les gens ne savent pas forcément. Il n'y avait pas de fonds de commerce. Qu'est-ce qu'on appelle fonds de commerce? Fonds de commerce, se base aujourd'hui évidemment sur un chiffre d'affaires. Hein. Fonds de commerce, c'est votre clientèle. Fonds de commerce, c'est vos équipements, c'est votre mobilier. Donc c'est l'estimation de la valeur de votre commerce. Exactement. Sur tant d'années. Le fonds de commerce, c'est aussi la pérennité d'une structure ou son déclin à l'instant T. Voilà, c'est à l'instant T, qu'est-ce que ça vaut? D'accord. Mais vous avez acheté un fonds de commerce? Ou vous m'avez dit que c'était à l'abandon durant 6 ans, donc il n'y avait pas de restaurant avant vous? Il n'y avait pas de restaurant. Il n'y avait pas de restaurant. Non. On n'a pas créé. On a créé le fonds de commerce. Voilà, d'accord, ok. On l'a pas. Donc vous avez loué quelque chose qui était moyen, vous l'avez totalement rénové. C'est ça. La petite question qu'on se pose très souvent quand c'est comme ça, vous avez tout rénové, vous avez augmenté la valeur de ce que vous louez, ça appartient à qui en fait? Parce que vous avez investi des travaux, des aménagements dans un lieu qui n'est pas à vous, que vous louez mensuellement. Non, les murs appartiennent à mon associé, mais aujourd'hui le fonds de commerce nous appartient à tous les deux. Ok. En fait, le fonds de commerce, c'est la demain société. Vous partez, tout ce que vous avez investi en travaux, c'est pas pour vous, vous l'avez investi quelque part, c'est pour le propriétaire, non? Non, du tout. C'est le fonds de commerce. C'est le fonds de commerce. C'est les murs valent tant. D'accord. Hein, ce qu'il y a à l'intérieur, la société. En fait, c'est une SAS, la SAS Le Cercle, qui loue à la SCI. Oui, mais quand on vient, qu'on bat les cloisons, on en fait des nouvelles, on fait toute la cuisine, on fait tous les travaux, la décoration et autres. Mais ça appartient à la société. D'accord. Donc ça appartient aux actionnaires de la société. D'accord. Ça appartient pas aux propriétaires des murs. Bon, ok. Bon, ça c'est un peu technique pour les étudiants en entrepreneuriat, etc. et autres, mais bon, c'est pas en plus la partie la plus passionnante, hein, je suppose. Hein. Ouais, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Vous aimez ça, vous? Moi j'aime ça, ouais. Vous l'aviez vu faire avant, en plus? Alors oui et non, je l'ai étudié, je l'ai compris, mais j'étais pas au cœur du sujet non plus. Parce que quelque part, créer une société, créer un business, c'est aussi savoir faire ça. Oui. Eh bien oui, c'est pas uniquement aller faire de la cuisine et apporter des plats sur la table des gens. Non. C'est aussi gérer tout ce qu'il y a autour. Ah oui, ça n'a rien à voir. Non, c'est surtout dans la restauration. Alors dans la restauration traditionnelle, j'ai fait de la restauration collective aussi, où là on est vraiment des centimiers. Les ratios, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est des business particuliers, mais c'est important dans la restauration, dans ce domaine-là, d'être sensible à ça. Ok. Bon, donc vous arrivez, vous créez votre façon de travailler, votre environnement, afin de pouvoir ensuite vraiment commencer à travailler. Ouais. Vous montez le cercle et vous faites comment? Qu'est-ce qui vous anime? Quel est l'état d'esprit, votre philosophie? Comment vous montez le cercle? Alors j'étais à Paris. Je suivais les travaux de loin, quasiment 3 fois par semaine. Je descendais faire un suivi de chantier. Je dealais avec la dessinatrice. J'avais une idée quand même vraiment précise de ce que je voulais. Et puis après, là, juste c'est l'inspiration, l'éclate, comment on optimise aussi la cuisine, comment on optimise l'espace global, parce que le restaurant est en longueur. Donc en fait, l'idée aussi dans la restauration, c'est de minimiser les déplacements. Pour minimiser la masse salariale, donc tout centraliser. Parce qu'on ne le dira jamais assez, dans la restauration, on fait des kilomètres. On fait des kilomètres. Donc c'est soit on met des gars en plus pour faire
faire ces kilomètres, soit on essaie de s'organiser au maximum pour que tout soit centralisé. Et en l'occurrence, le bar, vous l'avez vu, est au milieu du restaurant. La cuisine est au milieu du restaurant. Elle est collée au bar derrière. Elle est collée au bar derrière. Il y a une sortie pour l'intérieur, une sortie des plats pour l'intérieur, une sortie des plats pour l'extérieur. Ah, il y a un extérieur, il y a une terrasse derrière. Il y a une terrasse derrière, ouais. Ah oui, super. Donc moi, j'ai vu que l'intérieur, mais il y a aussi une... Non, ouais, qui est très chouette. D'accord. Combien de tables derrière? Combien de places assises? Une cinquantaine. D'accord, donc 50 en extérieur, et en intérieur, il y en a quoi, une trentaine? Non, plus que ça. Le maximum, on a fait 62 personnes assises. À l'intérieur? En intérieur. D'accord, ok. Et une petite vingtaine devant. D'accord, oui, sur la petite rue devant. Sur la rue Aiguirre, ouais. D'accord, ok. Bon, donc vous mettez ça en place. C'est vous qui faites la carte? Avec ma chef. Avec ma chef. Donc vous recrutez la chef avant de faire la carte? Alors, non, ça s'est pas passé comme ça, parce que 3 semaines avant l'ouverture, j'avais toujours pas de chef. D'accord, tic-tac, tic-tac. Donc, ouais, assez stressant, j'ai passé quelques nuits blanches. Donc, j'ai fait une carte. Alors, je suis pas cuisinier, hein, mais je me suis inspiré de ce que j'avais vu ailleurs, hein, dans les ouvertures de restaurants, dans les restaurants que j'appréciais aussi sur Paris, sur Périgueux, etc. Donc, j'ai essayé d'aller au plus simple. Tout en essayant d'être un petit peu innovant sur le terrain, hein, avec des poissons entiers à la découpe en salle. C'est chouette à voir, c'est facile à faire. Tout le monde. C'est assez... Alors non, je veux dire c'est technique, mais de faire cuire un poisson... voilà, le bar, c'est 14 minutes au four vapeur, tac, une fois qu'il est prêt, on l'envoie, on le met sur une assiette, on le découpe en salle, ça fait du spectacle. Et puis, il y a quoi de meilleur qu'un bar simple? Quand il est frais en plus, et tout. Carrément. Donc voilà. Et après, la chef Nathalie m'a aidé. Et puis je l'ai laissé aussi, libre recours à son imagination. Et puis pour l'instant, elle a l'air de s'éclater. Et puis on s'entend très très bien. Et donc je touche du bois pour que ça continue. Et puis de toute façon, Vous saviez à l'avance que vous feriez un restaurant de cuisine occidentale, française, ce type-là? Vous aviez déjà le projet, la cible, la façon de faire? Vous aviez tout imaginé, ou c'est venu au fur et à mesure? Méditerranéen. D'accord. Voilà. Je voulais quelque chose de frais, quelque chose qui nous rappelle les vacances. L'endroit s'y prêtait. Dans la déco, c'était important aussi qu'on se sente dans une petite maison de vacances. Donc méditerranéen, de la gambas, des poissons frais. Okay. Donc vous avez ouvert avant l'été. Les gens ont suivi, sont venus tout de suite? Alors oui, on a bien bossé cet été. On a bien bossé cet été. On a sur les prévisionnels, on est en dessous de ce qu'on avait prévu en termes de fréquentation, en termes de taux d'occupation. Par contre, on s'est aperçu que finalement, pour 30 ou 40 euros au cercle, on se faisait vraiment plaisir. Ouais. Mais on se faisait vraiment plaisir. Ah, moi, j'en ai encore des arrière-goûts qui résonnent. Et puis, on mange bien et on boit bien aussi. Hein, parce que, on boit bien. Ouais. Non, mais c'est clair, il faut le dire, c'est de la qualité. Vous vous placez dans le haut de gamme, mais sans halluciner sur les prix, en fait. C'est du... alors, haut de gamme... alors, oui. En fait, ce qui est important de souligner, c'est on vend au prix. On vend au prix. Tout est une question d'équilibre et de ratio au global. Il n'y a pas de secret, j'explique ça, enfin je ne vais pas expliquer ça à qui que ce soit qui travaille dans la restauration. Il faut qu'on respecte des ratios pour pouvoir s'y retrouver à la fin du mois. Bien sûr. Donc en partant de là, il y a des choses sur lesquelles on va marger un petit peu plus. Il y a des choses plus chères sur lesquelles on va marger un petit peu moins. Et finalement, sur les ventes globales, un équilibre va se créer pour arriver à un ratio de temps pour qu'on s'y retrouve à la fin du mois. Bien sûr. Donc, non, une bière à 7 euros, un verre de vin à 4 ou 5 euros, une entrée copieuse, un chipiron à l'espagnol à 14 euros à partager. Oui, attends, le verre de vin, c'est pas un cubi acheté au marché, quoi. Ah non, j'ai pas de vin à l'averse, j'ai pas de vin de table ou de pichet ou de quoi que ce soit. Non, c'est que des bouteilles. Non, ça c'est important aussi, dans le positionnement.
Première année, vous avez eu des accompagnements, des exonérations de charges, des aides, quelque chose, ou vous êtes parti comme ça? Vous avez un accompagnement par la CCI? J'ai eu un accompagnement par Initiative Périgord. D'accord. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Un prêt d'honneur. D'accord. Ok. Un prêt Qui a d'honneur. complété l'investisseur? Qui a constitué un fonds de roulement, une trésorerie qui aujourd'hui on réinvestit. Voilà. Bon. Donc là, c'est la première année. Là, c'est la première année. Ok. Il faut tenir 3 ans pour augmenter les pourcentages de futurs et autres. Alors, le cercle, c'est un business qui est fait pour durer ou qui est fait pour être revendu? Ou qu'est-ce qui motive la création du restaurant Le Cercle? Dites-moi. Non. J'espère que c'est une affaire c'est une histoire qui va durer. D'accord. Vous voulez vous implanter et rester là et faire votre carrière dessus? À titre perso, non. D'accord. À titre perso, mon objectif, je le cache pas, c'est d'ouvrir d'autres restaurants. Mais ma volonté aujourd'hui, c'est de faire évoluer mes équipes. Okay. Surtout. Si demain je trouve une opportunité ailleurs, Bordeaux, Paris, Côte Basque, Côte d'Azur, vous voulez mettre en place une équipe qui soit plus ou moins autonome, Exactement. qui puisse transmettre vos valeurs et votre façon Exactement. de faire, et après aller reproduire le concept. Exactement. Et puis aussi pour... je travaille beaucoup avec des jeunes. Hein. L'équipe est essentiellement constituée de jeunes, notamment en salle. Donc vraiment l'énorme... Vous en managez combien actuellement? 10. 10? 9. 9, donc ouais. Vous êtes un manager de 9 personnes, plus la comptabilité, plus les à côté et tout. La comptabilité, j'ai la chance d'être bien accompagné là-dessus. D'accord, donc on va dire en fait que vous gérez un peu plus d'une dizaine d'intervenants quelque part, d'interlocuteurs. Oui, et l'été une quinzaine. D'accord, ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De venir au cercle, hein, venir passer des bons moments. Oui, il faut aller voir, il faut tester les petits cocktails parce que ce n'est pas qu'un restaurant, c'est aussi un bar cocktail. C'est aussi un bar cocktail, oui. Avec un passionné, avec que des gens passionnés, donc il faut venir essayer. Et puis ce côté visuel, c'est beau, on les fait devant vous, et c'est à la fois fin et joli. Ah oui, l'esthétique, c'est important. Hyper important, c'est primordial. D'accord. Okidoki, écoutez, moi j'espère que vous reviendrez dans 3-4 ans pour nous dire on a passé la 3e année et puis maintenant on démarre une histoire fabuleuse qui vient du Périgord. Vous avez encore des contacts avec l'école de Savignac, tout ça? Oui. Ils viennent vous voir un petit peu? Ils viennent me voir un petit peu. Dès que j'ai le temps, je passe aussi voir les anciens intervenants, l'équipe pédagogique que j'apprécie beaucoup. J'ai encore quelques contacts avec eux. Ouais. Vous êtes allé enseigner un petit peu ou enseigner, non. Enseigner ou alors intervenir en tant que pour expliquer parfois. J'aimerais beaucoup. D'accord. Mais bon, pour l'instant, c'est pas. Déjà, on m'a pas sollicité et puis c'est pas la priorité. Nicolas Avrieux, c'est un cœur à prendre ou il y a une petite famille derrière? Non, c'est un cœur à prendre. Bon, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Merci d'être venu nous voir. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.